on va parler de la décroissance et on va se dire que c'est peut-être un projet politique réaliste. C'est une table ronde qui sera animée par Gilles Perrault, qui est médiateur culturel et qui est membre d'un collectif informel, la Bisontine de décroissance. Il interviendra aussi avec deux autres personnes de ce collectif, Jérôme Gloriot, qui est cheminot et brasseur, et Alexandre Moine, qui est professeur de géographie à l'université de Franche-Comté. Et puis Michel Magny reviendra pour nous apporter des éclairages un peu macro sur cette thématique. Et bien voilà, Gilles, je te laisse la parole. Merci. Tout d'abord, merci beaucoup à l'association La Furieuse pour cette très belle initiative. Et merci à Sandrine de m'avoir permis de ressortir quelques vieux membres de la Bisontine de décroissance des placards. Enfin, ils n'étaient pas inactifs. Mais nos réunions prennent plutôt la forme de longs repas où on discute. Et là, c'est vrai que cette crise donne très envie de réagir, peut-être. Merci aussi à Michel d'accepter de rester avec nous pour réagir à nos propos sur la décroissance. Alors, je voudrais rappeler que c'est un économiste, Nicolas Georgescu-Rojeune, qui, le premier, il y a déjà 50 ans, dans les années 70, a exploré les limites de la croissance économique en s'appuyant sur les principes de la thermodynamique. En 1972, le rapport du Club de Rome intitulé Halte à la croissance confirme ces théories et recommande l'abandon de la croissance pour éviter l'effondrement. La décroissance irrigue la pensée des pionniers de l'écologie politique dans les années 70 et puis, à la fin des années 80, elle semble se dissoudre, se transformer, devenir inopérante. Alors, et laisser les alertes des écologistes et les scientifiques lettres mortes. Que s'est-il passé? Quel a été le solvant de l'écologie politique? On est nombreux à s'accorder pour désigner le capitalisme comme le responsable de la crise écologique. Mais il est bien plus difficile de se rassembler, y compris à gauche, quand il s'agit de remettre en question le dogme de la croissance associé à l'idée de progrès. C'est pourtant crucial, car, comme le dit Serge Latouche, l'un des principaux penseurs de la décroissance, il faut décoloniser nos imaginaires. Pour cela, un des premiers chantiers à entreprendre est de démystifier le développement durable, sacralisé en 1987 dans le rapport Brundtland et transformé depuis tantôt en croissance verte, tantôt en écologie positive. Le développement durable a gravé dans l'esprit du public que l'écologie pouvait être compatible avec la croissance. Non, non, l'écologie n'est pas compatible avec la croissance, car une croissance infinie dans un monde fini est impossible. C'est une question physique et mathématique. Augmenter constamment le PIB, c'est augmenter indéfiniment la production, l'extraction des matières premières, la dépense d'énergie et au final la consommation dont il faut inventer des besoins non essentiels. C'est tout simplement ignorer les limites physiques réelles de la planète. Alors en ce moment, bien sûr, il y a la tragédie de la pandémie, mais, j'en ai peur, se trame derrière une autre tragédie, c'est celle que préparent les dirigeants du monde, notre gouvernement compris bien sûr, avec des plans de relance économique par la croissance, encore et toujours la croissance. La crise que nous traversons est pourtant l'occasion inespérée de se recentrer sur les besoins vitaux essentiels. À nous de nous en saisir, car, comme le dit le sociologue Bruno Latour, si on ne profite pas de cette situation incroyable pour changer, c'est gâcher une crise. Jérôme, je te passe la parole. Pour un objecteur de croissance comme toi, quels seraient dans notre société les besoins essentiels? Oui, c'est bon. Oui, donc bah, ce confinement contraint, là, c'est presque une très bonne nouvelle pour nous, puisque tout ce que ont soi-disant préconisé les COP et le GIEC lui aussi,
sur l'arrêt total de la prédation pour réduire les pollutions et tout ça, eh ben on le vit en ce moment là depuis 7-8 semaines où on constate autour de nous, on n'a plus de voitures, plus de bruit, retour des oiseaux, peut-être bientôt les insectes avec un peu de chance, une chute de la consommation et puis une autre vertu de ce confinement là qui est pas joyeuse pour tout le monde, qui n'est pas joyeux pour tout le monde, mais c'est aussi la mainmise sur notre emploi du temps. Donc, ça permet une certaine liberté qu'on n'avait peut-être pas avant avec un travail un peu contraint. Et pour évoquer un autre grand penseur de l'époque, GB, qui dans son film L'an 01 proposait de tout arrêter, de réfléchir et de, et de se fendre la gueule. Là, on s'est arrêté, la réflexion a lieu avant. Malheureusement, là, on sent poindre un léger chaos, une petite crise économique qui prouve bien que notre société avait pris un tel emballement qu'elle n'était pas prête à réduire sa prédation aussi brusquement. Donc, en observant enfin, ce qui se passe en ce moment-là, on définit en gros nos besoins, intuitivement, on définit nos besoins élémentaires. Hein. Donc, ce serait déjà habiter, habiter, ce qui inclurait aussi s'habiller et tout ça. Donc là, on voit déjà de grosses inégalités entre les personnes. Autre besoin, ça serait vraiment élémentaire, se nourrir et boire. Alors, se nourrir, on constate que les commerces de proximité ont une forte augmentation, là, estimée en gros à 40% actuellement. On a une redynamisation des circuits courts. Les AMAP fonctionnent comme ils ont toujours fonctionné, donc on pourrait peut-être se poser la question sur leur nombre et leur insuffisance. La prise de conscience sur l'importance des marchés ouverts et de la proximité en général. Voilà, sur boire, bon, on rencontre pas de grosses difficultés puisqu'on est dans des zones très bien fournies. Juste 2-3 petites réflexions sur les boissons d'une manière générale. Savoir, enfin d'un point de vue plus décroissant, hein, savoir que tout ce qui est boissons transformées, soit soda, alcool, tout ça, sont quand même des boissons dont la production est très énergivore. Donc, dans un futur proche, voire il faudrait peut-être songer à s'en passer. Venant de ma part, c'est un peu particulier, donc j'aimerais bien qu'il y ait toujours assez d'énergie dans les sous-sols pour pouvoir produire bière et vin, bien sûr, évidemment. Un autre besoin essentiel, on l'a constaté, c'est se soigner, évidemment. Donc là, je ne m'étendrai pas puisque vers 20h, il y aura un soignant qui va intervenir, mais on a bien compris que c'est une richesse, hein, ce qu'est la Sécu, que sont les retraites et tout ça qui ont été créées, dont on pourra difficilement se passer. Ensuite, autre besoin, ce serait communiquer, faire société, auquel on pourrait ajouter se distraire, se cultiver, réfléchir, de façon à comprendre un peu ce qui se passe et éviter de faire de nouvelles erreurs. Exemple très simple parce que derrière, je vais vite dire 2 mots sur le déplacement, mais là, on pourrait songer simplement à l'idée de se déplacer à partir du moment où on nous prive de liberté. Imaginez là que tout de suite, on vous dise, vous pouvez traverser la ville à pied, aller rencontrer quelqu'un. Donc, c'est là qu'on voit l'importance du déplacement, les limites aussi, et puis l'importance de la communication directe. Donc, là, on peut aussi faire le procès des réseaux, même si aujourd'hui, évidemment, vous allez me dire que sans eux, on ne serait pas là. Et puis sur le déplacement, voilà, réfléchir à ce que c'est un déplacement décent, c'est-à-dire est-ce que c'est traverser la ville, faire 100 km pour aller travailler, aller à une expo, machin, aller à Paris, partir en vacances à l'autre bout du monde, voilà, tout ça à réfléchir. Et puis un autre besoin, bon,
c'est plus une réflexion sur le travail, savoir ce qui pourrait devenir, comment on pourrait l'envisager à nouveau. Est-ce qu'on peut faire peut-être se passer de la subordination? Est-ce qu'on a besoin d'un travail systématiquement rémunéré? Donc on évoque par là la gratuité. Est-ce qu'on peut travailler pour le groupe? Est-ce que produire sa nourriture, c'est considéré comme du travail? Donc est-ce que ça pourrait pas être rémunéré aussi? Voilà, quoi. Voilà nos réflexions, enfin mes réflexions. Et puis, pour revenir sur GB, je ne crois pas qu'on ait beaucoup le temps de se fendre la gueule. Là, il va quand même falloir vite trouver des solutions. Et, et donc, à nous tous de les mettre en œuvre. Merci Jérôme. Je vais passer la parole à Alexandre sur ce constat peut-être de cette situation par rapport aux besoins vitaux. On en est loin quand même. Je crois qu'il y a beaucoup de besoins superficiels, non? En fait, on satisfait nos besoins vitaux, hein, tous en ordre dispersé, mais pas forcément de la meilleure manière. C'est bien ça notre constat à nous. On s'est rendu compte qu'on s'est un peu perdu à l'échelle globale de l'humanité. Michel Magnier est revenu sur les excès en fait, qui ont été induits par notre manière de nous développer et d'adhérer plus ou moins collectivement à ce modèle de la croissance. Quelquefois, on est presque dans une ornière, hein, on a du mal à s'en échapper. La pollution, le réchauffement, la déforestation, la prédation sur la nature, on a vu le bilan, il est absolument noir. On ajoute l'hypermobilité sous-jacente au pilier dont a parlé Jérôme, hein, parce qu'en fait, si on veut satisfaire la protection, c'est-à-dire habiter, s'habiller, se soigner, si on veut se nourrir, si on veut travailler, si on veut se distraire et faire société, aujourd'hui, quasiment, on est obligé de se confronter à la mobilité parce que cette société telle qu'elle s'est développée a éclaté les fonctions élémentaires. On n'habite pas là où on travaille, etc., etc. D'où ensuite cette fuite en avant par rapport à la mobilité qui se double d'une hypermobilité quand on va à l'autre bout du monde. En effet, Jérôme en a parlé, passer un week-end à Marrakech, se dorer la pilule aux Seychelles. Bon, voilà, c'est des trucs un peu délirants quand même quand on est 7 milliards d'humains à la surface de la Terre. C'est ça aussi qui pose question, c'est que plus on est mobile et plus on va être évidemment prédateur par rapport aux énergies qui ne sont pas renouvelables dans l'ensemble de celles qu'on consomme. Voilà, ça c'est la base. La base, le constat, il est absolument noir aujourd'hui. Hein. En fait, la crise sanitaire a rapidement, complètement remplacé et éteint ce dont on parlait au mois de janvier et février, alors que la crise montait, c'était la crise de l'environnement et la crise de la biodiversité d'une manière générale et la crise climatique. Je rappelle qu'on est encore en train de battre ces premiers mois de 2020 des records de chaleur, juste à l'échelle de la France. C'est complètement hallucinant de voir que chaque année, quasiment, nous battons les records des années précédentes. Voilà. Alors ça c'est la base de la question. Pour nous, quand on est, moi je me dis volontiers objecteur de croissance, pas décroissant parce que le terme il est connoté, ça fait toujours un peu débat entre nous, mais moi j'objecte la croissance, c'est-à-dire je m'inscris dans quelque chose qui est raisonnable à tout point de vue sur tous les piliers qui ont été nommés par Jérôme, c'est-à-dire réfléchir comment est-ce qu'on va travailler, se déplacer, consommer d'une manière qui soit la moins pesante par rapport à cet environnement et à l'environnement climatique d'une manière générale. Clairement, comment est-ce qu'on fait? Parce que les bonnes recettes comme ça, si on les empile individuellement, on n'arrive quand même pas véritablement à l'arriver à convaincre tout le monde et à faire quelque chose qui fait sens. Alors, clairement, il faut agir par le bas. L'idée d'attendre que ce soit au niveau global de notre humanité, c'est-à-dire des organisations internationales, voire des États, que les directives viennent, ça c'est illusoire. On a une minorité qui a confisqué la quasi-totalité des richesses à son propre profit et qui n'a qu'une idée, c'est se maintenir en place pour continuer de faire le profit. On place dedans toutes les multinationales et leurs dirigeants avec parachute doré, etc. Et la plupart des politiques, dont une grosse partie, si on parle de géopolitique, on virait carrément vers des dictatures. Je pense quand même à Trump, Bolsonaro, Poutine, etc., jusqu'à l'Inde avec Narendra Modi. Il faut agir par le bas, c'est une évidence.
le nouveau monde qu'on aimerait voir se construire, il doit être construit par chaque individu, par chaque être humain. Il faut en fait complètement rompre avec le modèle existant. Et quand on regarde les piliers, on se rend compte qu'on a du pouvoir individuellement. On a du pouvoir systématiquement sur la base de nos comportements individuels et puis des collectifs locaux qu'on peut nourrir, qu'on peut créer. Ils viennent en appui en fait de nous individus. Et puis un échelon, en fait deux, excusez-moi, institutionnel, par le bas, c'est la commune. C'est l'échelon dans lequel on va inscrire nos 6 fonctions de manière prioritaire, c'est clair. Et puis, c'est l'intercommunalité, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, les intercommunalités ont des prérogatives importantes. Si on mobilise donc les individus, la société civile, les entreprises locales, celles qui fonctionnent en circuit court, celles qui alimentent sur de courtes distances nos besoins, et puis celles qui produisent des produits manufacturés, des marchandises, etc., mais dans une logique de consommation, je dirais locale, c'est-à-dire nationale, hein, c'est-à-dire on va chercher les matières premières le plus possible en France ou en Europe au maximum, mais on ne délocalise pas à l'autre bout du monde. Ces entreprises-là, elles ont leur rôle à jouer aux côtés des individus, de la société civile et de ces deux niveaux institutionnels que sont la commune et les intercommunalités. Donc, premièrement, il faut tous raisonner individuellement, il faut faire des choix, boycotter ce que l'on ne veut pas voir apparaître. C'est clair que si on ne va pas dans les hypermarchés, les hypermarchés ne vont pas se développer, les galeries marchandes ne vont pas se multiplier. C'est par les pieds et par nos choix que l'on peut commencer en raisonnant à adopter un comportement qui est plus vertueux vis-à-vis de l'environnement. Après, c'est mutualiser. C'est clair que moi, mon Electrac, elle vient d'une coopérative qui s'appelle Enercop et je veux lui faire de la pub. Voilà, et elle est en fait sur le fondement de la mutualisation de tout un tas de petits producteurs d'énergie verte. Et moi, l'énergie qui arrive, elle est produite de cette manière-là dans ma maison. Et ça prend 5 minutes pour basculer en fait vers cette énergie à partir de son compteur. C'est par exemple la coopérative qui est en train de se monter, Ta Meilleur Temps, à Besançon. On espère qu'elle va ouvrir cet automne, les locaux sont trouvés. Et donc, là, on va pouvoir… alors, Jérôme me montre un mot, ça veut dire que j'ai bientôt fini, je pense. Hein, c'est ça. Donc, c'est mutualiser. Après, c'est ralentir. C'est clair qu'il faut qu'on ralentisse et qu'on change la manière de nous déplacer. Mobilité douce, absolument. Et puis, pourquoi pas contraindre les mobilités qui n'ont rien à voir avec la ville, les voitures dans la ville. Il faut occuper aussi l'espace contre celle-là. Et puis, je dirais qu'il faut orienter, évidemment. Et puis, à un moment donné, là, peut-être aller quelquefois vers la désobéissance civile. Pourquoi pas? Certains ont créé des ZAD. Donc, c'est par le bas qu'il faut agir. Merci Alex. Je vais passer la parole à Jérôme pour conclure. Et puis Michel, Jérôme, finalement, il faudrait arriver à rendre la décroissance désirable parce que là, finalement, on l'a subie et puis on s'aperçoit que c'est désagréable. En fait, il aurait fallu pouvoir la rendre désirable bien avant, mais je crois que c'est ça l'enjeu politique, éveiller les consciences. Malheureusement, il est, comme tu dis, il est bien trop tard pour la rendre désirable. Il y a peut-être encore un tout petit espoir, mais j'ai bien peur qu'il faille agir sous la contrainte si on veut atteindre les objectifs, en particulier ceux sur l'inversion des bouleversements climatiques et autres. Sur la vie en société, il y a encore de l'espoir. Des initiatives comme celle-là, comme tout ce qui se passe, par exemple, je parle pour moi dans les réseaux de brasseurs avec un système de coopération qui fonctionne assez bien, il y a quand même de l'espoir. Après, pour la rendre désirable, là, il y a quand même encore beaucoup de gens à persuader. Hein. On est 70 millions en France, il y en a peut-être 69 millions qui dépendent directement des supermarchés. Donc, on a encore un peu de pain sur la planche. Mais bien sûr, il ne faut pas abandonner sur les réseaux. On peut quand même se poser la question, je pense aux AMAP particulièrement, comment se fait-il qu'elles n'ont pas essaimé beaucoup plus vite? Donc, Alex parlait des communes. Est-ce qu'il ne serait pas le moment d'imposer aux communes
de reconsacrer des surfaces vivrières, donc maraîchage et élevage au cœur des villes ou vraiment en proximité proche. Ça pourrait être une bonne piste et c'est, à mon avis, assez facile à mettre en place. Et puis derrière, on peut encore rêver, quoi. C'est bien. Bon ben, Jérôme, ok, on monte une liste puisque la campagne électorale a été repoussée. Là, pardon, j'ai mon moniteur. Ok, hein, tu veux bien être tête de liste, Jérôme, ça roule? Bon, Michel, on va te laisser le mot de la fin. Il y a quand même une question, on l'a évoqué d'ailleurs, macro, hein, qui est celle des dirigeants du monde. Qu'est-ce qu'on fait d'eux alors là? Ils sont problématiques quand même. Disons que je vais simplement prolonger ce qui vient d'être dit. C'est extrêmement important tout ce qui se passe à l'échelle individuelle. C'est extrêmement important que la base exerce une poussée très forte en direction de ce qui se passe dans les sphères supérieures. Mais justement, je crois qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites sur ce qu'il convient d'engager par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et leur nécessaire réduction, où on s'aperçoit que les efforts personnels, pour héroïques qu'ils soient parfois, ne parviendraient à toucher que 20% des émissions de gaz à effet de serre, mais que donc la part restante qui revient à l'État et aux entreprises couvre 80% de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, suivant les domaines que l'on considère, bien sûr, les choses se posent de façon différente aux différentes échelles, mais surtout, je pense qu'il faut vraiment intervenir à toutes les échelles. La communauté scientifique pour le GIEC montre comment elle a été capable de se mobiliser, de s'organiser pour arriver à formuler des diagnostics consensuels. Je pense aussi qu'il devient absolument urgent au niveau politique qu'on se prenne en main pour agir collectivement, mais à l'échelle de la communauté internationale, puisque une question comme le climat, c'est d'abord une question globale. C'est le système global climatique de la Terre qui est en cause. Voilà. Merci à vous tous. Je repasse la parole à la Furieuse. Merci à vous. Vas-y, Florent. Merci beaucoup pour toutes ces interventions très, très éclairantes et qui donnent beaucoup d'idées sur ce qu'on peut faire. Donc là, je vais donner pas la parole, mais le dessin, on va dire, à Nadège de Priester, qui est une peintre et artiste, une dessinatrice franc-comtoise, qui actuellement est expatriée. Alors on ne le dira pas, on a parlé des voyages long courrier, mais qui est expatriée à La Réunion. Qui n'est pas une dessinatrice de presse d'habitude, mais qui avait envie de s'investir dans le projet, et donc qui va nous montrer ses dessins, ce que lui a inspiré cette thématique de la décroissance. Bonjour les furieux. Alors du coup, je vous mets direct sur le dessin. Hop. Est-ce que c'est tout? Alors, pas mal. Voilà. Hop. Alors du coup, voilà ce que m'a inspiré la décroissance. J'ai pensé évidemment à la sobriété heureuse, à Pierre Rabhi, de la petite dédicace en bas à droite. Et puis en fait, comme l'a dit Flo, j'ai jamais réalisé de dessin humoristique ou engagé, mais j'ai voulu essayer parce que je pense que l'humour c'est un bon levier pour piquer la curiosité des gens. Et en fait, ça me tenait vraiment à cœur de passer par ça pour parler d'un sujet aussi complexe que la décroissance. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui ignorent complètement ce qu'est la décroissance et ce que ça peut impliquer que de gens qui refusent de s'en emparer une fois qu'ils ont un petit peu digéré le concept, déjà intellectuellement, mais aussi émotionnellement. Et ça fait le lien du coup avec la partie un peu plus alcoolique de tout ça. Je voulais faire un lien en fait entre la gueule de bois qu'on peut ressentir en soirée quand c'est un peu traître, et puis l'espèce de gueule de bois un peu psychique qu'on peut vivre quand on s'intéresse à la collapsologie ou alors au minimalisme, à l'avenir de la société, à l'état de la planète. Je pense beaucoup d'entre nous passent par cet état un peu léthargique de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je devrais faire, et puis est-ce que ça a encore du sens?
Et donc voilà, ça amène parfois des réflexions un petit peu existentielles, je dirais. Et, et voilà.